Bonsoir à tous, bonsoir et bienvenue dans ce Comedy Corner numéro 4. Merci d'être là. On accueille ce soir Yacine Bellous. Bonsoir tout le monde. Bonsoir. On accueille Kian Kojandi. Bonsoir. Bonsoir. Les gens sont très polis ce soir, c'est grave. Toujours. Il faut pas dire bonsoir parce que les gens, on a dit, à chaque fois on dit ça et on oublie. Bonjour, bonsoir. Bonjour, bonsoir. Voilà. Hello. Voilà. Bonjour, bonsoir Flaubert. Bonsoir. Et bonjour, Adrien Méniel. Yo. Oh. Excuse-moi Adrien, tu es jeune et décontracté? Je suis un rappeur des années 90. Ah d'accord, très bien. Yacine, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Moi je joue, je suis humoriste, donc Yacine Bellous, et je fais du stand-up, je joue mon spectacle en ce moment. Et à côté de ça aussi, je réalise des vidéos. Donc là il y a une série en ce moment qui s'appelle Le Trône des Frogs que j'ai réalisée. Série très marrante. C'est très gentil. Oui, c'est vrai. Voilà, Merci. qu'on vous invite à aller voir sur Dailymotion et sur Golden Absolument. Moustache. Merci. Voilà. Kian, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Là, je suis en train de terminer ma tournée de fin d'écriture de mon spectacle qui s'appelle Pulsion. J'ai 45 dates un peu dans toute la francophonie, je veux dire. Pour dire la France, C'est vrai, il y a la Suisse, il y a la C'est comme Belgique, ça qu'on dit. Hein, il y a le Québec, il y a tout ça. Donc j'ai commencé à créer ce spectacle avec les gens et là, je suis en train on a fini de le perfectionner et là, j'arrive à Paris bientôt. Flaubert, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Pas plus que la semaine dernière. J'écris. Si, tu cherches un appart. Oui, tu cherches un appartement vrai et que t'attends une Flaubert réponse. cherche un appart. Écoutez, c'est des gros dos, hein, j'aime pas le dire en direct, mais effectivement, je vais peut-être me loger ailleurs. Est-ce qu'on peut faire un message à l'agence pour qu'elle dise oui à ton dossier peut-être? Oh non, Si. non, vraiment. On peut même peut-être les appeler en live. J'ai l'impression d'être chez Julien Courbet et tout, c'est cool. Alors qu'est-ce que ça veut dire, monsieur? Il a un dossier viable. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi vous le refusez? Une main courante. Ça va finir en main courante, comme tout, sans aucun doute. Non, voilà, des vidéos toujours, bagel, moustache, bloqué toujours, avec Kian en l'occurrence, et voilà, plein de jolis projets. Tout à fait. Et Adrien Méniel, qu'est-ce que tu fais en ce moment? Eh bien, moi, mon spectacle en rodage, hein, bien sûr, dans une salle très confidentielle qui est chez moi, pour un public très confidentiel qui est personne, parce que je répète le stand-up uniquement quand je suis tout seul chez moi. Bien sûr, moi je serai là en tout cas. Non, toujours, voilà, en ce moment, surtout écriture pour le tour du bagel, des sketchs. Des sketchs Zagogo. Voilà, exactement, car la liaison est importante. Voilà. Aujourd'hui, on va parler du stand-up. En fait, on a avec nous deux humoristes qui montent sur scène régulièrement, qui en sont déjà à leur deuxième spectacle, si je me trompe pas. Tout à fait. Tous les deux. Et ça m'intéressait, ça nous intéressait d'en savoir un peu plus sur votre pratique un peu. Comment vous êtes dit un jour je monterai sur scène, comment vous êtes dit un jour je vais faire un second spectacle, comment voilà. Et Flaubert est déjà monté sur scène un peu aussi. Oui, Absolument. Ouais, Voilà. très drôle. Voilà, il pourra nous en parler. Et Grâce à Adrien, Yacine, lui. et Adrien Méniel n'est pas encore monté sur scène, mais un Ça jour. ne saurait tarder. Voilà, On l'attend tel un messie. Ça fait 4 ans qu'on dit ça. Ouais, mais il y a 5 ans, on disait faudrait absolument que t'écrives des trucs, Adrien, faut que t'écrives des trucs, des sketchs, tu seras trop marrant et tout, il faut que tu joues la comédie, t'es trop marrant. Il dit ouais, mais un jour. Et il le fait, maintenant c'est faut que tu montes sur scène, mon pote, faut que tu montes sur scène. C'est bon, ça m'a fait ma soirée. C'est bon. Bah bien, on démarre bien. Donc, oui, première question. Est-ce que vous vous souvenez de la première fois où vous êtes monté sur scène? En fait, moi c'était. Moi, je sais, je crois, ta première fois. Ouais, c'était quand? C'était pas devant 2 personnes qui parlaient pas français? Absolument, c'était ça. C'était exactement ça. Et je savais pas du tout qu'il parlait pas français. Je me suis rendu compte de ça à la fin du sketch. En fait, la vraiment première fois, c'était dans une salle qui n'existe plus malheureusement, qui est un restaurant coréen maintenant, rue Ah, Thérèse. d'accord, je croyais que c'était à l'époque. Ça s'est transformé en restaurant coréen. Juste après Et- ton passage? Ouais, juste après, ils ont dit il faut absolument qu'on arrête, ce bis ne marche pas. Viens, on vend du kimchi, tu vois. Non, c'était dans un endroit qui s'appelait le Bec Fin, et c'était une soirée un peu étrange. On était 3-4 comédiens à passer, on a été tirés au chapeau pour l'ordre, et dans la salle, il y avait seulement 2 personnes. Et donc moi j'y suis allé, j'avais genre 5 minutes de blagues qui s'enchaînaient les unes derrière les autres, vraiment comme du stand-up, sauf que personne ne savait ce que c'était cette forme-là. Habituellement tout le monde arrivait avec un personnage, avec Des un sketchs, quoi. Des sketchs sketchs, comme ouais. Pierre Palmade ou Muriel Robin pouvaient faire. Mais moi j'avais pas du tout ça et je voulais vraiment faire la forme de stand-up. Je me rappelle que j'avais dit ouais je peux pas avoir un petit verre d'eau et tout au cas où j'ai soif, mais en fait je m'en foutais, c'était juste pour faire comme ça une pelle. Vous avez un tabouret et tout, et le mec il m'a donné une chaise pliante dégueulasse et le verre c'était un verre Cronenbourg dégueu, tu sais un peu effacé et tout, ça faisait vraiment vieux bar PMU. Et en face de moi il y avait 2 personnes qui n'ont pas ri du tout aux blagues. Et puis après moi il y avait un duo de gars déguisés, genre travestis, mais vraiment
pas travesti bien, quoi, vraiment mal travesti. Et les mecs sont arrivés, ils avaient zéro blague, ils ont juste fait ouh, la la la, boubou. Et ils ont mis leur boa autour des gens, et les gens étaient tellement gênés qu'ils ont commencé à rire. Et ils ont ri plus que donc à moi. Et après, je me suis dit, oula, je pense qu'en fait, finalement, je suis peut-être pas fait pour ça. Parce que si des gens en boa cartonnent plus que moi, peut-être que ça va pas trop marcher. Et finalement, je me suis rendu compte que c'était des Anglais, en fait, ces deux personnes dans la salle. Donc ils avaient rien compris. Ils ont rien compris à aucune de mes blagues. D'accord, Voilà. ça explique. Donc ça, c'était la première fois. Donc c'était vraiment n'importe quoi. Kian, c'était aussi épique la première fois. Beaucoup plus décevant, beaucoup plus. Pas de boa. Non, beaucoup moins de boa dans ma version. Je sortais du cours Simon, j'avais très envie de faire du one man show, de monter sur scène et raconter des blagues que j'écrivais. Et puis je suis allé m'inscrire au Field. C'est une scène au Trévis tous les dimanches soirs depuis 30 ans, je crois. Tout le monde peut y aller, s'inscrire. Et en fait, je suis allé une première semaine. Ils disent qui veut jouer, tu lèves la main, ils me disent ok, reviens la semaine prochaine, il n'y a plus de place. Donc je reviens la semaine d'après, ça a duré pendant un mois, je crois 1 mois et demi. Et au bout d'un mois et demi, ils m'ont dit cool, t'es là encore, vas-y passe, tu vois. Et donc je suis passé avec mon premier sketch et tu m'as posé la question, est-ce que tu t'en rappelles? Alors je l'ai filmé et très sincèrement, j'étais tellement stressé avant de monter sur scène que j'ai transpiré. Alors je transpire pas du tout, tu vois, et je transpirais vraiment, j'avais jamais autant transpiré toute ma vie. Je suis monté sur scène et j'ai fait un blackout total sur scène. C'est-à-dire que j'ai fait mon sketch. Ça a marché, les gens rigolaient, j'ai même filmé le truc et tout, mais je me rappelle absolument pas d'avoir été sur scène. C'était tellement intense que je me rappelais pas. D'accord, c'est pas ce qui s'est passé dans ta tête. Je sais que j'ai eu un trou à un moment donné, tellement ça allait vite, mon cerveau allait trop vite, et il a fait ta mère, c'est bon. Non, si, ça le Et il fait, a ça éteint le la fait. machine. Ça le fait des fois. Ah ouais? Ça Ouais. t'est déjà arrivé toi de faire un blackout sur Non, scène? pas un blackout entier sur Non, scène, mais mais il y a des moments où tu te souviens pas de tout. Ouais, tu te souviens de. C'est comme quand tu fais un effort physique sportif. Il y a des moments où tu vas pas te souvenir à 100% de tout ce que tu fais. C'est juste que ton corps a dit franchement c'est chaud là. Ouais. Et on n'a pas le temps d'activer le bouton rec. On est en train de faire des trucs. On peut pas enregistrer en même temps si tu veux. Là on est en train de faire d'autres choses. Ouais, c'est ça. Laisse-nous tranquille. Il y a une telle adrénaline aussi. Je pense que c'est physiologiquement où tu t'enregistres pas en fait. Il y a trop d'adrénaline. Ton corps il est trop alerte. T'es trop. Vraiment la mémoire elle dit on verra plus tard. Flaubert, toi t'es monté aussi sur scène? Non, en fait, c'est grâce à. C'est cool qu'ils soient autour de la table. C'est grâce à Yacine, en fait, qui organise toujours les soirées première fois. Oui. Donc, peut-être t'en parleras mieux que moi. Ah, les soirées première fois, c'est des soirées où les gens viennent essayer un nouveau texte. Alors, il y a de la musique et de l'humour, du cabaret en général. Et en fait, les gens passent et doivent proposer un truc qu'ils n'ont jamais fait avant. Et donc, c'est intéressant parce que le public est très ouvert du fait que la soirée est totalement neuve, éphémère. On ne s'attend pas à quoi que ce soit de spécial. Alors, c'est ouvert à plein d'artistes. Et Flaubert, je savais qu'il était intéressé un petit peu par la scène en live. Et donc, moi, j'en parlais autour de moi. Je disais, qui veut, viens, venez les gars, aux connaissances que j'avais. Et Flaubert, un soir, a accepté. Donc maintenant, c'est à toi. Non, mais parce que c'est Donc, important. le déclic, ça vient de ça. Ça vient de Yacine qui faisait cette soirée. Tu t'es dit, Oui, tiens. je me suis dit c'est cool parce qu'en fait j'avais déjà j'étais déjà allé aux premières fois en tant que spectateur et effectivement le public est un peu plus bienveillant, voilà, il y a un côté genre tout le monde est là pour la Une vraie première fois. compassion, ouais, il y a une vraie compassion pour les Et gens. en plus effectivement Yacine dit que c'est des gens qui jouent des textes pour la première fois mais t'as même des gens qui font jamais de scène et moi j'étais partie même de ce groupe-là, j'avais jamais fait de scène de ma vie, Oui, j'étais c'est jamais vrai. monté sur scène. Et puis l'autre truc un peu stressant c'est que non seulement effectivement donc t'es face à un public qui est toujours très nombreux, enfin en tout cas moi quand j'y étais la nouvelle scène était complète et avec des gens professionnels en fait. Enfin c'est Ouais, ça c'est aussi, clair. c'est-à-dire que Ouais, il y a plein de pros. Kian, Yacine, moi lorsque j'y étais passé je crois qu'il y avait Donnell Jacksman, enfin il y a plein de Il y a gens. il y a beaucoup d'humoristes confirmés. beaucoup Ouais, mais d'humoristes dis-toi confirmés que qui- c'est pour un humoriste confirmé, comme tu dis, c'est quelque chose d'extrêmement dur parce que ce sont des gens généralement, et je m'inclus dedans, où on joue de ce qu'on appelle du matériel, des blagues qu'on a déjà fait, qui sont rodées, où on arrive, on connaît nos effets par cœur, et là d'un coup on va se rentrer dans un tunnel de 5 à 8 minutes devant. Ouais. Et c'est terrible en fait, c'est terrible pour nous, c'est trop d'inconnus. Hein. Je pense qu'un comique est un mec qui contrôle, qui aime contrôler son audience ou qui aime contrôler ses blagues, et là c'est terrifiant pour un artiste. Bah du coup ouais voilà, mais moi ça m'a stressé mais le truc s'est bien passé, le public a bien réagi. Oui, c'est vrai. Et C'était super, charmé, et c'était voilà. très Et du coup, touchant, en et derrière, plus, je très les touchant. et derrière, je les joue. Bah ouais, en fait, l'idée, moi, c'est que j'étais. J'ai regardé Seinfeld, Chris Rock, tout ça, mais mine de rien, c'est moins ma génération. Et moi, j'ai plus regardé ce qui se fait récemment, donc plus effectivement Louis C.K. ou sans jamais comparer, mais donc, c'est des gens qui
je sais pas, c'est pas le stand-up comme un Français de base l'imagine, à base de ça rigole. Ils prennent du temps pour installer le truc, et puis des fois ça peut être pas très marrant, mais en même temps c'est normal parce que quand ils y font référence derrière, et ben c'est marrant. Enfin ça, Mais Kian et Yacine en parleront mieux que moi, mais en tout cas c'est ce stand-up là moi qui m'intéresse, et c'est ce stand-up là que je peux retrouver chez Kian ou chez Yacine entre autres en France. Greg Romano aussi que j'ai vu récemment fait un peu ça aussi, où il prend son temps parfois pour raconter son truc, et voilà, donc du coup j'ai fait ça, j'avais une histoire perso que je voulais raconter, et Yacine m'a ouvert, et j'ai pu jouer chez Mademoiselle aussi derrière. Mais c'est super de le voir parce que il a une vraie distance d'auteur, c'est-à-dire que je sais pas si ton aspiration c'est de faire ce métier de one man, où tu es en train d'explorer des choses, et c'est exactement comme quand Navo il monte sur scène, c'est-à-dire qu'il va raconter son histoire, ce qu'il a écrit, et il le raconte, et il n'y a pas de prétention de ça va être marrant, c'est juste hyper surprenant à chaque moment, chaque petite articulation de son histoire, et c'était super. C'est super à voir en fait, parce que c'est vraiment, d'ailleurs, allez, si on peut faire un peu de pub pour la première fois, allez-y, parce que c'est une expérience même à vivre en tant que spectateur. Alors, comment on fait pour on y assiste à un truc. Yacine. Alors en fait, c'est une soirée qui prend des réservations par mail. On n'a pas de trucs sur internet à part le mail. Donc il y a un mail, si vous voulez venir, il faut envoyer un mail à première avec un S fois, donc ça tout attaché, .reza@gmail.com. On mettra l'adresse dans la description et pour vous ceux dites que ça juste intéresse. bonsoir, je voudrais venir un soir, on fait ça une fois par mois, et en fait c'est vraiment bon enfant, c'est avec Émilien Bernot aussi. On a créé cette soirée pour essayer de retrouver la sensation qu'on avait quand on a tous les deux commencé, donc la sensation des scènes ouvertes, des premières scènes ouvertes, et on est très content parce qu'il y a plein d'artistes confirmés, dont Yann que je remercie, qui sont venus plein de fois pour nous aider et pour mettre un peu leur créativité en péril, en jeu, et ça les a souvent, ça leur a fait plaisir souvent parce que le public est génial. Voilà. Et Adrien Méniel, alors pourquoi tu es déjà allé à cette soirée première fois? Non, même pas en tant que. C'est Alors, pas moi- faute de l'avoir invité, hein. C'est pas faute. Alors, bon, mais moi je sors peu déjà, moi, donc. Ah ouais. Donc déjà. L'excuse ouais. du gars, ouais. Je parle en tant que spectateur, hein. J'y suis même pas allé en tant que spectateur, C'est vrai. mais je vais pas voir grand chose C'est débat. à part ma télé. Bon, le message est passé. Moi, quand j'y étais, Kian, tu faisais un extrait, enfin un nouveau texte en fait, et tu disais merci à la soirée première fois parce que ça m'a permis d'écrire mon spectacle. Ouais. Alors, comment en fait t'écris un spectacle? Tu montes sur scène et tu testes des choses. Comment ça se passe? Ça part d'une envie déjà de dire je vais monter mon spectacle, monter mon heure de spectacle, parce que c'est mine de rien, j'essaie d'avoir un truc assez cohérent aussi, de dire il faut pas faire non plus que des idées qui s'assemblent pas, faut quand même, il y a un thème, faut un truc. Là pour le coup ça m'a aidé, et je pense que ça aide beaucoup d'auteurs, c'est que quand t'as une deadline, et que tu t'es engagé, et moi quand je m'engage je peux pas dire non, je me désengage, j'ai jamais fait ça, et donc dès que je me suis engagé avec Yacine, je dis ok, je viens, allez je monte, je sais pas ce que je vais faire, et ça m'est arrivé plein de fois, ça m'est arrivé plein de soirs où à 17h je montais à 20h30 et à 17h j'avais rien, et je fais ok, on va voir ce qui sort en fait, et au final j'en ai fait 8, je crois, j'ai fait 8 premières fois, On a fait beaucoup. donc j'ai fait 8 fois 5 à 10 minutes, donc ça fait à peu près 80 minutes, entre 50 et 80 minutes de matériel à peu Mais près. tu écrivais quand même avant de monter sur scène. Oui, entre j'écrivais, 17h et 20h. Non, j'écrivais. Puis en fait, ce que je fais toujours, c'est que j'écris la V1. Après, j'appelle Navo. Je fais j'ai pondu ma V1, et avec Navo, on l'a refait. Donc, on Navo, essaie de qui est voir, ton co-auteur, qui ouais. était là au dernier Bruno- podcast, ouais, Bruno Muccio. Bruno Muccio, ouais, qui est là, qui fait plein, qui a un vrai injecteur de vannes et un vrai mec, un vrai contradicteur, qui va te dire ouais, mais ça c'est pas marrant, ça faut que t'enlèves, ça sert à rien, et du coup c'est quelqu'un avec qui je ricoche énormément dans la création. Et en fait, tu te rends compte que pendant 1 an j'ai fait ça, et c'est que tous les thèmes que j'ai abordés sont, alors je sais pas comment les autres font, mais en tout cas moi c'est des choses qui sont très personnelles, qui me sont arrivées, et qui sont pas des choses très marrantes. Et j'ai pris le levier dans rire. J'appuie sur ce levier là parce que c'est un truc qui me permet de clore le chapitre de ma vie pas marrant. En fait, c'est une sorte de, l'idée vient après du recul. C'est-à-dire, c'est un événement pas marrant. Par exemple, je sais pas, la perte d'un proche. Il y a cette phase de deuil qui te paraît insurmontable. Après, tu la surmontes, et après, hop, tu as des leviers comiques qui en sortent. Et en fait, les soirées premières fois sont arrivées après cette digestion de périodes un peu dures d'ailleurs de ma life. Je suis pas à plaindre, hein, non, juste que ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes beaucoup plus dures, notamment à cause d'événements extérieurs. Et justement, ça m'a permis de trouver le temps de rebond. Et en fait, je me suis rendu compte que mon spectacle s'est créé au fur et à mesure d'avoir des petites deadlines tous les mois, de repondre un 5 minutes. Et quand je pondais un 5 minutes, la première fois, après le lendemain, j'enchaînais avec les scènes de Kairon, j'enchaînais avec les scènes de Verino, j'enchaînais. Il y a plein de scènes ouvertes dans Paris, en fait, dans lesquelles on peut. Au Café Oscar, au Field. Et j'allais retravailler tous mes 5 minutes, ce qui fait que mes 5 minutes sont devenues des 8-10 minutes.
de plus en plus efficace. Et après, j'avais à la fin de l'année, après 7-8 premières fois où j'avais déjà 1h15 de matos bossé, quoi. Du coup, donc faut se lancer, on a l'adrénaline, on est content, on kiffe. Et après, il faut dire, bah ok, tu le refais une deuxième fois. Généralement, tu te plantes parce que tu as la confiance de la première. C'est comme ça que ça se passe. Et la troisième, hop, tu te reprends, tu te reconcentres. Et c'est comme ça que tu crées le matos. Voilà, en tout cas, j'ai un spectacle qui me ressemble et qui a été créé grâce à la soirée première fois, dans le sens où. Non, mais c'est pas des conneries, parce que c'est vrai que je sais qu'à un moment donné, j'aurais pu attendre encore 1 an, tu vois. Toi, ta méthode, c'était un peu se mettre des deadlines comme ça. Ouais. C'était Moi, je suis un mauvais élève et je suis le gars qui va. Je pense que tous les gens ici ont fait leur coloriage ou leur dissertation le dimanche entre 3 et 6 heures du matin avant d'aller à l'école. Je ne les faisais même plus au bout d'un moment. Je dis mettez-moi 0. En tout cas, voilà. Si tu fais du coloriage entre 3 et 6 heures du matin un dimanche, c'est que tu as une enfant chelou. Vraiment, tu vis dans un truc d'opium, tu vois. Avec des clopes et tout. Ouais, c'est ça. Et je pense qu'il y a un truc qu'on sous-estime, c'est qu'on est tous des anciens mauvais élèves, je pense. Ouais. Et du coup, on est très fort dans l'urgence. Du coup, on a développé une sorte d'instinct de survie dans l'urgence. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais le principe d'avoir des deadlines, ça aide vachement. Et ça t'encourage parce que si tu réussis 1 ou 2 fois à pondre quelque chose, à écrire quelque chose pour ces deadlines-là, c'est vraiment positif pour toi-même. Tu es content pour toi d'avoir réussi à faire ça et ça t'encourage à recommencer. Donc ensuite, dans le processus, il y a le fait de le tester dans une salle devant des gens bienveillants. Ça, c'est une chose. Et c'est ce qu'on avec Emilien, on voulait vraiment créer quelque chose de positif dans nos soirées. Mais bien entendu, il y a énormément de soirées formidables à Paris. Et quand on va jouer dans d'autres soirées, le public est souvent moins bienveillant parce qu'il s'attend à un peu plus de matériel rodé. La première fois, les gens savent que c'est pas rodé. Alors que quand on va jouer ailleurs, ils disent normalement le sketch doit être prêt. Et là, forcément, on éprouve ce qu'on a écrit face à des gens qui n'ont pas forcément envie de regarder un truc bancal. Ils veulent quelque chose de très efficace. Mais il y a un piège d'ailleurs à ça, c'est que je connais beaucoup d'humoristes, j'en fréquente énormément. Tous ont envie d'écrire des nouveaux sketchs. Le truc, c'est quand tu arrives dans une soirée et que, comme le dit Yacine, tu arrives dans des soirées où il y a des plateaux avec d'autres humoristes qui vont faire leur certitude, les trucs qui marchent, ça marche de ouf. Comment tu veux arriver et tester un truc, tu vas être forcément moins bon, forcément, et ça va s'impacter. T'as pas envie d'être dans ton mauvais soir, tu vois, t'as envie de montrer. Généralement, t'as un spectacle aussi à vendre, tu fais de la promo pour ton spectacle, t'as intérêt à être bon en fait. Ouais. Et mine de rien, c'est une forme de. C'est une forme de pression. Tu t'emprisonnes dans un truc où tu évolues moins. Et je connais tous les artistes qui sont venus la première fois, ils ont dit mais c'est ouf, c'est incroyable. Après je suis passé, j'ai écrit 5 nouvelles minutes, c'était incroyable. Et tu te rends compte que ça fait 1 an qu'ils voulaient le faire en fait. Ouais. Oui, parce que ce qu'on sait pas forcément, c'est que en gros, chaque humoriste a 15, 20, 30, 1 minute, 1 heure de matériel, ce qu'on appelle du matériel, et que beaucoup d'humoristes le gardent pendant des années en fait. Tu m'avais parlé de ce spectacle de Jerry Seinfeld, I'm Telling You for the Last Time. Donc ça commence en fait par une scène de fiction. Je sais pas si vous l'avez vu. Je l'ai vu, oui. Moi non. Où il enterre en fait ses anciennes vannes. Absolument. Si c'est ça, si je me trompe pas. En fait, il enterre tout son matériel, c'est-à-dire qu'il enterre tout ce qu'il a fait. C'est ça qu'en fait, c'est le truc, ce spectacle-là, c'est pour dire j'arrête en fait le stand-up. Et c'est pourquoi dans Comedian, c'est très intéressant de le voir revenir. Ouais. Parce qu'il est drogué à la blague. Il ne peut pas s'empêcher de monter dans des comédie clubs, de raconter des blagues. Si vous voulez, on en parle après, mais il y a un truc à savoir pour les débutants, c'est que c'est de la drogue dure, que si vous commencez, vous allez devoir continuer à faire des blagues dans des clubs chelous. C'est la vie, en fait. Mais moi, j'ai une question, parce que vous disiez tous deux, vous testiez 3, 4, 5, 6 minutes par-ci par-là, mais moi, une question que je me suis toujours posée, c'est que si vous arrivez dans un plateau d'humoriste et que vous faites 5 minutes, votre sketch, il n'aura pas le même impact que si c'est genre le 8e sketch de votre spectacle et qu'il arrive au bout de 35 minutes. C'est vrai. Et ça, j'arrive pas à voir comment vous faites pour voir, faut faire le spectacle en entier plein de fois, quoi, du coup, pour voir si non. Kairon partage aussi cet avis avec moi, c'est que si ton sketch marche dès la première minute, il n'y a aucune raison en fait, si ça marche dans le sens où juste 5 minutes ou 10 minutes face aux gens et qu'il est imparable, que tu le mettes au bout de 40 minutes, tu auras encore plus de rire au bout de 40 minutes. Mais c'est vrai qu'il y a un phénomène quand tu joues pendant 1 heure, et vraiment j'en suis rendu compte ces derniers mois, c'est qu'il y a un affect avec le public qui se crée, comme dans un film, tu vois, où les personnages, tu t'y es attaché, où un personnage après n'a plus qu'à rentrer par la porte et tu as déjà le sourire, parce que tu as compris déjà tout le background qu'il y avait. Donc forcément, il y a aussi cette échelle du rire en fait qui monte, tu vois, ça monte vraiment en rire au fur et à mesure, et que si tu l'avais joué juste en première partie du truc, ça aurait peut-être eu moins de rire. Il y a une tendance aussi à l'exigence qui se crée, même c'est une vraie tendance à Paris, c'est c'est bien s'il est marrant à 40 minutes ton sketch, mais il faut qu'il soit marrant maintenant. S'il est pas marrant maintenant, après peut-être que c'est un truc
que tu peux pas enlever de ton spectacle. Ouais. Mais par contre, il y a des trucs, tu peux enlever et si tes punchs elles marchent, ce qu'on appelle des punchs et tes rires, les mots qui déclenchent les rires, ça marche. Bah, essaye d'aller dans ce sens-là. Ça évite aussi les non, mais c'est plutôt un seul en scène, tu vois. Tu vois, en fait, non, c'est écoute, si tu veux être marrant, vas-y, expose-toi, fais 5-10 minutes. Si c'est pas marrant, c'est normal, personne n'est marrant comme ça la première fois, et refais-le. Et au bout de 40-50 fois, ça va devenir très marrant. Ouais, c'est un travail. En fait, c'est tellement dur. Tellement de soirs où tu fais j'arrête. Voilà. Je pense que c'est surtout. Après, encore une fois, je pense que Ken est d'accord. Ce qu'on dit, ça engage que nous. C'est nos définitions personnelles et c'est vraiment pas. On en parle parce qu'on est passionné, donc on aime beaucoup. Moi, j'aime beaucoup regarder des spectacles, aller voir des humoristes, aller voir des potes, traîner avec des comiques, parler de blagues pendant des heures. Ça peut paraître bizarre pour des gens qui font pas ça, mais voilà, on est vraiment passionné et c'est hyper intéressant. Pour quelqu'un qui veut commencer. C'est sûr que ça peut paraître assez flippant, mais je pense qu'il y a une passion derrière. Faut déjà faut aimer le stand-up. Je pense que peut-être, s'il y a des gens qui écoutent qui ne savent pas ce que c'est le stand-up, peut-être donner une définition par rapport à ce qu'on voit. Mais, moi j'ai une définition qui est... Contrairement au truc avec des personnages et tout ça. À mon avis, voilà, définition personnelle pour moi, le stand-up, c'est juste s'adresser directement au public. C'est donc sans le quatrième mur, une adresse directe à la foule, parler dans un micro. Pour moi, ça fait partie de ça. Et en 3, pas de coupure, pas de noir. Et un seul flux d'idées, 1 heure de spectacle face à un public et un échange direct avec eux. Et en tant que soi-même aussi. En tant que soi-même, c'est pas un personnage qui parle, Merci. Toi. Après, il y a des personnages. Steven Wright, je pense pas qu'il soit comme ça dans la vie. Ouais, mais c'est son clown plus que inventer un personnage. Qui Steven Wright pour ceux qui. C'est un mec qui fait des one-line. Pardon, excusez-moi. Je me rends compte que j'avais envie de me mettre une baffe en fait. C'est normal, parce qu'on normal. est passionné, pardon. Bah oui. Voilà, si on a dit des trucs chelous avant, excusez-nous, c'est juste parce qu'on aime beaucoup ce thème. Les one-line, c'est des blagues d'une phrase. Donc c'est quelqu'un qui donne juste des blagues sans raconter d'histoire, Voilà. juste des blagues. Voilà. Des tweets. Je pense que c'est plus, pour aller dans ton sens, c'est plus une personnalité que tu viens voir sur scène. Une Voilà. personnalité, un clown, Voilà. et qui vient et qui te partage un truc. Parce que Steven Wright, il va pas être comme ça à un spectacle et le spectacle suivant, il fait wouh, ça va. Et voilà, c'est exactement. C'est son Ouais, clown c'est qui son clown. met sur scène, mais c'est comme ça Zach reste lui, quoi. Galifianakis. Voilà. Zach Galifianakis, c'est un peu le même genre. Il a un personnage, il a une voix qu'il utilise tout le temps et il va faire des moments où il va raconter des blagues comme ça. Zach Galifianakis, pour ceux qui l'ont vu, c'est dans Very Bad Trip, c'est le film C'est le ça, plus connu. C'est ça. Voilà, c'était le très barbu, un Et, peu chelou dans Very Bad Trip. Il a un stand-up sur Netflix, si vous voulez regarder. C'est vrai que ça, alors bon là, Ah ouais, c'est c'est super. une mini parenthèse, mais Oui. c'est trop cool si vous voulez découvrir plein de stand-up très différents. Il y a aussi des trucs pas très bien, mais il y a plein de trucs chambés sur Netflix à base de Aziz Ansari, Zach Galifianakis. Et l'avantage, plein c'est que de gens c'est sous-titré en français, C'est ça. pour la plupart, et c'est vachement bien parce que moi, il y a souvent eu cette barrière, c'est que le stand-up pur, sans l'aide de l'image, avec l'image, moi je peux encore comprendre des choses même sans sous-titres dans des séries, par exemple, mais là, avec les sous-titres, moi ça m'a permis de découvrir plein d'humoristes. Il y a vraiment un vrai vivier sur Netflix. Il y a aussi sur Deezer et Spotify, si vous êtes un peu anglophone, ou même sur iTunes, vous pouvez acheter des albums ou les écouter. Je sais pas, en payant l'abonnement ou de manière gratuite, mais vous avez des sketchs vous pouvez écouter ça dans le métro n'importe quand et c'est très très drôle. Et je tiens à préciser que ça c'est une définition, mais il y a un truc très important, c'est que souvent en France, comme le stand-up ça a été un peu avec le Jamel Comedy Club, on a associé ce mot avec le Comedy Club. On imagine que le stand-up c'est tout Comedy Club. Effectivement, le Jamel Comedy Club c'est essentiellement du stand-up, mais en fait il y a autant de stand-up que d'humoristes. C'est-à-dire qu'aux États-Unis et en Angleterre, chaque personnalité est différente dans le sens où chacun essaye de travailler sa propre voix, sa façon de raconter des histoires. Ça peut très bien être une grand-mère de 90 ans qui raconte sa vie de grand-mère de 90 ans, et j'appellerais ça donc du stand-up si elle suit un peu la forme dont on a parlé avant, quoi. C'est bien dire que c'est très varié, qu'il ne faut pas imaginer stand-up avec un type de genre de spectacle. Il n'y a pas un style, en fait. Il n'y a pas un style stand-up, c'est une forme, quoi. Exactement, voilà. Et Alors d'ailleurs, pourquoi cette forme-là? Parce que nous, on a plutôt une tradition. Moi, quand j'avais 10 ans, les spectacles que je regardais, c'était Muriel Robin, Pierre Palmade. et c'était super. Qui répétait ce que disait le personnage qui n'existait pas. Exactement. Palma Voilà. disait tout le temps Véronique que je nettoie la salle de bain. Voilà. elle disait. Voilà, exactement. Mais c'est vrai que j'ai été plutôt élevé là-dedans. Moi, Elie Dieudonné, c'était des sketchs. Ouais. Même Gad Elmaleh, au début, c'était des sketchs. Oui. Voilà, des pendant un personnages. spectacle. Ouais, Alors absolument. pourquoi cette forme-là? Qu'est-ce qui fait que vous êtes dit, tiens, je veux monter pour raconter des blagues directement, pas faire des personnages?
Moi perso, je me sens incapable. Vraiment, je me sens incapable de faire un personnage pendant 5-10 minutes. Je m'en sens vraiment incapable. Alors, peut-être que si un jour j'essaye, ça peut fonctionner à force de travail, mais je trouvais ça d'arriver soi-même. En plus, c'est un exercice qui est, c'est très complexe d'être simple. C'est bizarre de dire ça, mais c'est hyper complexe d'arriver déjà détendu et de partager une idée avec les gens. Ce que je préfère dans mon métier, c'est de partager des idées, partager des blagues, de rigoler avec les gens. Ouais. Et je préfère que ça se passe par mon prisme à moi. Enfin, c'est par rapport à moi, comment je vois la vie ou comment je vois les choses. Et je le vois, c'est mon retour, mon plaisir, il est là en fait. C'est une question très personnelle en fait. S'il y a des gens, ils aiment créer un personnage. Je vois Florence Foresti qui alterne entre les deux, qui fait du stand-up et qui des fois peut camper un personnage de 4-5 minutes de manière très brillante. Tu dis, bah voilà, elle son plaisir, elle le prend dans les deux sens. Donc je pense que c'est très personnel. Oui, mais il fallait quand même savoir que ça existait. Fallait te dire, tiens, je sais pas, moi, quand j'avais 15 ans, 10 ans, le stand-up, c'était absent de mon horizon. Donc, j'aurais pas pu me dire, tiens, je vais faire comme fait personne. Ou si, Guy Bedos, peut-être. Je vais faire comme fait personne, c'est génial. Mais comme mais fait des Guy proches, Bedos, des proches. des proches, Guy Bedos, il y en a certains qui le faisaient. Mais c'était quand même Coluche, un peu, mais beaucoup de sketchs aussi. Ouais, mais il y a des sketchs en fait où vraiment il s'adresse totalement au public. Je pense qu'il y a un sketch où il raconte le principe des grèves et tout ça. Et il s'adresse vraiment au public comme un stand-up pourrait le faire. Après, il a un clown, il a une voix, une façon de parler. Bien sûr, il a des sketchs où il interprète des personnages, hein, mais il y a des moments où il s'adresse directement aux gens et il leur dit vous et moi et vous vous rendez compte que ça et moi. Ça, c'est très intéressant parce que c'est un moment où tout le monde est ensemble quoi, dans la salle. Il n'y a pas ce quatrième mur avec donc un personnage. Et les deux sont très bien, hein. Moi, je juge aucun truc. Oui, mais moi voilà, ce qui m'intéresse, c'est comment vous avez su que c'était une discipline, un mode Moi, d'expression comme Canal+, ça. Jerry Seinfeld sur Canal+, c'est la première fois que j'ai vu un mec qui arrive en costume et qui racontait des blagues extrêmement simples, sans en faire des kilotonnes. Et ça me faisait beaucoup rire. J'ai trouvé ça très élégant, très drôle, très simple, très naturel. Et je me suis tout de suite dit, parce que je ne sais pas comment j'ai fait à ce moment-là, mais j'avais, je sais pas, 18 ans, je commençais à faire du théâtre, et je me suis tout de suite dit, c'est le truc le plus dur à faire, c'est sûr. J'ai envie d'essayer de voir si je peux faire ça. Et après, je me suis retrouvé donc, en compétition avec des gens qui avaient des boas et qui étaient très mal pas lutter, déguisés en- Mais tu te rends compte que de l'extérieur, on se dit, d'accord, donc tu te disais, ouais, je suis assez marrant pour monter de ça. Non, Il faut une pas du preuve personne se de dit confiance. ça. Non, non, C'est- non, alors, non, comment ça absolument peut pas venir ça. voilà. Mais non, c'est pas se dire je suis assez marrant, c'est plus se dire les idées qu'il défend, c'est des idées que j'ai déjà eues. S'il y a un moyen ou une forme pour insérer des idées un peu étranges dans un discours sans se taper la honte au milieu de tout le monde et pourtant défendre des idées rigolotes et un peu bizarres, bah ça me plaît. C'est un moyen d'expression. On se dit pas quand on est chanteur, je suis un super chanteur, on se dit juste j'aimerais pouvoir partager ce moment-là comme les gens que j'aime écouter. Et ben c'est la même chose en humour. On est fan avant tout, je crois. C'est pour ça que j'aime bien traîner avec des humoristes. Ils sont fans d'humour, c'est des gros geeks d'humour. On aime énormément ça. Voilà. Et le truc aussi, je trouve qui marche bien dans le stand-up, et effectivement, là on parle du stand-up sens large, c'est-à-dire qu'effectivement Bigard fait du stand-up et tout, c'est le côté il a trop raison. Ou genre, enfin moi mes parents, quand ils se marrent devant un spectacle C'est que ce soit de Bigard, de Jamel ou de Gad Elmaleh de stand-up, c'est genre ah bah ouais trop. Genre ah ouais putain. Le mec Mais fait bien une sûr. observation et toi tu la partages en C'est fait. ça, un truc que parce que nous, effectivement, comme le dit Ouais. Yacine, on est des geeks de l'humour, mais on s'analyse beaucoup, on analyse tout ce qu'on dit, ce qu'on fait. Mais il y a plein de gens qui ont des vies beaucoup plus compliquées que les nôtres et les gens ont pas forcément le temps de s'analyser. Et voilà, ils sont à fond dedans quoi. Et avoir quelqu'un de marrant qui leur pointe du doigt des trucs de leur vie, des trucs qu'ils partagent. Ouais, ça fait beaucoup rire et c'est genre mais putain trop. Enfin, quand Bigard parle des expressions débiles françaises, il y a Oui, c'est plein de très gens marrant. qui étaient morts de rire parce qu'effectivement personne n'avait pris le temps de se dire mais dis donc nos expressions elles sont un peu connes et là Ouais. quelqu'un le fait pour toi et te fait rire avec ça et tu as grandi toute ta vie avec ces expressions et là t'as quelqu'un qui arrive sur scène et qui dit tout ce que t'as vécu depuis ta naissance c'est un peu con non et d'un coup ça crée un affect effectivement C'est avec génial. l'humoriste qui est Ouais. direct quoi. Et c'est très bien. C'est un moyen d'expression. En fait, c'est quand Woody Allen, il a commencé par le stand-up. Je peux me tromper, hein, mais je crois crois, oui. avant de faire des films, il a Mhm. fait du stand-up. D'ailleurs, il y a ses albums, on peut les avoir sur Internet très facilement. Tu écoutes, c'est marrant, le mec raconte des histoires. Le mec est déjà un cinéaste, en fait, parce que quand tu vois, tu as toutes les images. Il te les raconte tellement bien que tu vois tout. Et en fait, quand il est passé au cinéma, bah, c'est juste la suite logique des choses. Il s'est servi du moyen d'expression le plus gratuit, c'est-à-dire une scène, un public, un micro, il est monté sur scène, il a fait des blagues. Et je crois que tous les gens que je vois qui font du stand-up très personnel, c'est-à-dire qui montent sur scène et qui racontent
des choses, des idées, qui partagent des vraies idées créatives, qui arrivent le temps de 1 minute d'arriver à créer une sorte de nouvel univers dans la tête des gens en disant vous avez vu s'il se passerait ça, 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 ce sont des cinéastes en puissance. Et ça, je pense que le cinéma a beaucoup plus, et d'ailleurs ça se fait maintenant depuis, je pense que Jamel a ouvert ça, c'est le fait de faire confiance à des gens qui font du stand-up parce qu'ils doivent créer un univers en 2 secondes dans l'univers des gens et convaincre les gens tout de suite. Et je pense que c'est la graine, c'est une très bonne école de cinéma. Le stand-up, le stand-up comme préparation, je pense pas forcément des courts-métrages, mais directement le Je stand-up. pense que c'est une bonne. Après, passer au court-métrage, mais c'est une bonne. C'est un bon moyen aussi de détecter de bons réalisateurs. Aux États-Unis, même, les plus grosses séries qui existent, enfin, beaucoup de séries sont des gens qui font de la scène et qui se décident de raconter, tout connement Seinfeld. Enfin, c'est un des premiers gros sitcoms. Louis C.K., tu parles de Louis C.K. Ouais, Louis C.K., Aziz Ansari. Aziz Ansari avec Master of None récemment. Passionnant. Ça se fait beaucoup, quoi. Même avant ça, les plus grosses stars du cinéma, c'était les plus grosses stars. Enfin, aux États-Unis, Robin Williams, Eddie Murphy, tout ça, c'était des gens qui étaient des grosses stars du stand-up et qui sont passés au cinéma. En France, c'était la même chose avec Coluche, etc. C'est vraiment passionnant. Si je peux juste pour ajouter un truc en plus de ça, je trouve que c'est extrêmement intéressant parce que les gens qui montent sur scène, qui travaillent leur texte et qui se battent pour essayer de faire marcher du texte, arrivent ensuite à faire marcher du texte d'autres personnes. Donc s'il y a des auteurs qui cherchent des comédiens à mettre dans un sketch de comédie, je conseille vivement d'essayer de travailler avec des gens qui ont l'habitude de faire ça sur scène parce que c'est tellement périlleux que devant une caméra, ça devient presque plus simple de faire marcher des blagues. Moi, je l'ai vécu avec la série que j'ai fait. Effectivement, il y a des fois où vraiment tu comprenais que les artistes qui montaient sur scène comprenaient avec un tout petit temps d'avance les blagues et savaient les dire un petit peu plus facilement. Mais même si les façons de jouer sont quand même différentes, Totalement. sur scène et devant une caméra, des fois on voit complètement différent. Des gens qui viennent de la scène, c'est Bruno Navo qui me disait ça, c'était que comme tu joues pour une salle qui est grande et qu'il y a des gens qui sont au fond de la salle, tu as tendance à en faire plus parce qu'il faut que tout le monde te voit bien tes expressions et tes gestes. Et quand tu as une caméra qui est sur toi, qui est tout près, si tu fais ça, c'est plus naturel en fait. Ouais, carrément. Mais souvent quand même quand tu vois quelqu'un qui a une intelligence de jeu sur scène, notamment en stand-up qui est quand même un exercice particulier où on a un micro, c'est pas comme au théâtre où tu dois porter la voix, etc. Et puis c'est qu'une technique finalement, et après quand tu es bon comédien, tu as juste chopé la bonne technique pour être bon sur scène ou devant une caméra, etc. Et en stand-up, quelqu'un qui monte sur scène pendant 1 heure généralement, là où dans le one-man show classique, il y a un personnage, on va dire, toutes les 8-10 minutes, tous les sketchs, puisqu'il y a 8 sketchs à peu près dans un spectacle, à peu près 8-10, un stand-upper peut faire, mine de rien, à peu près, il peut monter à 50 personnages. Parce que c'est 50 personnages qui ont juste une phrase. Le mec arrive, il me fait et en fait, de trouver de couper son narrateur, c'est ce que La Fontaine fait en fait. Parce que, mine de rien, c'est les fables de La Fontaine. C'est une forme de stand-up, c'est vraiment le narrateur qui raconte une histoire, qui partage un univers. C'est du storytelling, mais il y a moins de vannes. Mais Eddie Izzard a des dizaines de personnages. Voilà, c'est ça. Mais il y a des personnages, des fois, c'est juste un regard, une attitude. Cobert. Philippe Cobert, ouais. Philippe Cobert qui lui, carrément, n'a même pas de narrateur. Il n'a même pas de narrateur. C'est un personnage qui rencontre un autre personnage, il parle entre personnages. Il est tout seul pendant 1 à 3 heures. Et c'est juste brillant, c'est vraiment l'exercice du comédien pur. Donc Philippe Cobert, c'est le roman d'un acteur, c'était seuls en scène, comme on dit, qui l'a filmé d'ailleurs, qui sont disponibles, qu'on peut voir. Qui sont quasiment des films en fait, en même temps, et qui pour moi est au summum du gars qui arrive à dissocier son cerveau en 1000 parties et à faire comprendre à un spectateur, et tout le monde a compris la même chose sur le moindre. Allez voir Philippe Cobert. C'est incroyable ces spectacles. Les Marches du Palais, c'est un très très beau spectacle. Et Flaubert, Adrien, vous, quand est-ce que vous vous êtes dit, sur quel spectacle vous avez dit, tiens, ah oui, le stand-up, c'est une forme intéressante. Quels sont les spectacles qui vous ont marqué en fait? En fait, moi, le nom qui vient immédiatement, c'est parce qu'en fait, moi, je m'y suis pas. Enfin, je suis pas comme vous. Enfin, Yacine, tu disais que tu t'y étais intéressé à 18 ans. Moi, c'est venu beaucoup plus tard, comme tout ce que j'ai fait dans ma vie, y compris le sexe. Non, mais moi, c'est tombé sur moi par hasard. Vraiment. Ça t'a pris par surprise quand t'étais qu'un gamin. Jean-Jacques Goldman. Un spectacle sans faire exprès, quoi. Non, mais voilà. Et en fait, moi, je me suis. Je crois que c'est venu. En fait, moi, j'étais dessinateur avant. Donc, je passais beaucoup de temps sur l'ordinateur à dessiner. Et du coup, j'écoutais des podcasts. Et les podcasts où c'est souvent des stand-uppers qui sont interviewés. Et je pense que ça a été ma voie, ma porte d'entrée vers le stand-up, parce qu'une fois que t'entends ces gens parler et qui sont marrants et qui sont intéressants, tu te dis j'ai envie de voir ce qu'ils font. Et ensuite, tu t'intéresses au stand-up. Et je pense que
voilà, c'est pas très original, mais Louis C.K., je crois que c'était Chewed Up, le premier spectacle que j'ai vu de lui, et c'est génial. vraiment le truc où je me suis dit ah ouais, d'accord. En fait, c'est un humour qui résonne vraiment avec ce qui me fait rire moi, avec le genre de truc que moi j'aime. Enfin, vraiment ce qui me fait rire dans l'humour. Le mec fait ça avec brio. Et du coup, je pense que c'était aussi ça ma porte d'entrée vers Qu'est-ce stand-up. qu'il racontait dans ce spectacle celui-là, je l'ai pas vu en plus. Donc, c'était quoi les choses qui t'ont touché particulièrement? Je sais pas si je pourrais citer une blague, mais il fait un. Ah tiens, non, en fait, mon premier rapport au stand-up, c'est Bigard justement. Quand j'étais petit, donc du coup ça remonte à bien longtemps. On parle beaucoup de Jean-Marie Bigard, je pensais pas, mais vraiment. Mais il a fait partie de notre enfance. Il a Franchement, est parti de ouais. mon enfance, adolescence. Jean-Marie Bigard, moi j'aime bien Jean-Marie Bigard. On a signé ses spectacles. Moi en fait, j'ai vraiment un souvenir très net de voir Jean-Marie Bigard quand j'étais petit. Le sketch justement, c'est pour dîner, non, c'est pour faire un tennis, connard. les expressions. Et de me dire, de découvrir le sarcasme en fait, et de faire. Wow, c'est génial de faire c'est ça. quoi ce truc où tu dis pas ce que tu penses et c'est marrant quoi. Tu dis l'inverse et c'est drôle. Donc, et après, je suis devenu un connard du coup, parce que je suis devenu sans doute le pire gamin. Parce que je fais, je vais faire comme Bigard. Sauf que quand t'as 12 ans, t'as envie de lui dire, ferme ta gueule, toi. T'as pas le Tu corps feras de du Bigard. sarcasme. Voilà, tu feras du sarcasme quand tu seras adulte. Donc du coup, j'en fais toujours. Du coup, t'en fais un peu. Et, Du sarcasme d'enfant, ça doit Donc être tu fais du sarcasme? J'ai pas la vanne. J'ai pas du tout la vanne, tu m'as pris au dépourvu. Comme quoi je vais être chambé sur scène. Non mais en impro ça va être cool. Voilà. Plus récemment, le stand-up c'est plus Louis C.K. Je pense Louis C.K. Où je me suis dit vraiment ah ouais, c'est vraiment un style que j'ai envie de creuser. Et du coup, comme à chaque fois que je m'intéresse à un truc, du coup je suis devenu un peu obsessionnel et j'en ai vraiment regardé beaucoup. Bigard et Louis C.K. pour résumer. Bah moi pareil, je pense le vieux souvenir ça doit être Bigard avec les parents, un truc comme ça, il passait beaucoup à la télé. Et pareil, en fait moi c'est pas par Louis C.K. mais par Ricky Gervais. En fait j'ai découvert The Office. Ah ouais, génial. Et un petit peu comme Adrien, j'ai un côté un peu, mais d'ailleurs comme tout le monde autour de la table, j'ai un côté un peu nerd où si ça me plaît, je veux savoir tout ce qu'il fait en fait. Et genre The Office, j'ai niqué les 2 saisons et les specials Noël en 5 jours, 6 jours. J'étais étudiant donc j'avais le temps. Et du coup après j'ai fait Extras et je fais putain Extras c'est trop bien aussi. Et après en fait il fait des stand-up aussi. Ok, je mate ses stand-up et je mate tout ce qu'il fait. Et après j'ai vu qu'il avait fait une émission qui s'appelait Talking Funny, qui est disponible sur YouTube en sous-titré, que je vous conseille de regarder. Génial. Alors Talking Funny, peut-être on peut faire 2 secondes sur Talking Funny. Justement, peut-être. j'allais y Ouais. venir. En fait, Talking Funny, c'est trop bien. C'est grosso modo ce qu'on fait là actuellement, mais avec des putins de tueurs. C'est ça. Avec des légendes. Voilà, c'est ça. Donc il y a C'est-à-dire dedans, qu'en gros, dans Talking Funny, Seinfeld, voilà, Il n'y a Seinfeld. pas 2 gars qui ont jamais fait de stand-up par exemple. Non, mais ils ont fait aussi des séries. Enfin, c'est vraiment tout. Il y a mais c'est Seinfeld. surtout Seinfeld, Chris Rock, Louis C.K., Ricky Gervais. Boum. Et donc du coup, il parle pendant 1h30 de faire de la scène, et en étant évidemment marrant, mais en étant surtout très intéressant. C'est pas une battle au plus marrant, tu vois. C'est vraiment ils racontent leurs anecdotes, ils racontent leurs trucs. Il y a un moment génial dans Talking Funny où en gros Louis C.K. non, je crois que c'est Seinfeld joue une vanne de Louis C.K. et Louis C.K. le voit faire. Et Louis C.K. dit mais putain tu l'as Seinfeldisé sans toucher au texte. Et en gros ils discutent comment la même vanne peut être faite de différentes manières et du coup plus devenir la phase marrante de la vanne sera pas exactement la même si c'est fait par quelqu'un d'autre. Donc ça c'est Exactement. super intéressant. Ouais. Et du coup en voyant ça je me suis mis à mater effectivement Seinfeld, Louis C.K., Chris Rock, même si je suis un poil moins fan, c'est un petit peu trop old school pour Raciste. moi, mais Gros raciste. ah, mais en tout cas, ouais, Chris Rock, Louis C.K. qui fait vraiment beaucoup et pareil, il a fait plein de spectacles. Louis C.K. ce qui est cool en plus, c'est que tous les ans ou tous les 2 ans, t'as un truc nouveau. Donc tous les ans, t'as un truc nouveau, donc c'est cool. T'es souvent rassasié. Alors, Voire je sais 2 fois par an. Je sais plus s'ils en parlent dans Talking Funny, mais justement, ça me permet de rebondir sur ce que je disais sur enterrer les vannes, c'est-à-dire que sur Jerry Seinfeld qui avait ouvert son spécial, c'est-à-dire la captation de son spectacle sur HBO, en enterrant symboliquement toutes ses vannes, tout son matériel. Et dans ce que j'ai lu, notamment dans le livre de Judah Pato, où ça parle de comédie, Sick in the Head, il interviewe Seinfeld, et quand il interviewe d'autres humoristes, ils disent Seinfeld, oui, c'est fou, il refait pendant 10 ans, il a toujours le même matériel. Enfin, il améliore un peu, il change un peu, mais son à Las Vegas, quand il fait un spectacle ou quand il fait chaque année à New York, c'est toujours le même. Parce qu'il dit voilà, moi j'ai bossé mes vannes pendant 10, 15 ans, et je les ai. Enfin, c'est la pépite. Je vais pas rebalancer tout par terre pour que la personne qui vient me voir soit déçue parce que elle retrouve pas les vannes qu'elle a aimées, enfin les sketchs qu'elle aime, et 2, en plus ça va être des vannes moins bien parce qu'elles sont rodées que depuis 6 mois ou 2 ans. Alors que quelqu'un comme Louis C.K.,
et globalement la tradition en France aussi, c'est plutôt de changer, de faire un deuxième spectacle, troisième spectacle, etc. En France, tu les fais longtemps, hein, les spectacles. Non, hein. Alors, 5-6 ans l'exploitation. Ouais. 5-6 ans l'exploitation. Mais justement, oui, comme tu le dis, dans Talking Funny, effectivement, ils ont vraiment ce débat-là, Ouais. Seinfeld et Siquet, puisque Seinfeld dit mais qui tu crois que tu es pour te dire que ta vanne, c'est bon, au bout d'un an, tout le monde l'a vue et elle mérite de plus jamais être entendue. Ouais. Lui, il a tendance à voir le discours de bah non, cette vanne, elle mérite d'être entendue par le monde entier en fait. Et tant que le monde entier l'a pas entendue, tant que le monde entier ne peut pas la réciter dans la rue ou entre eux, bah elle est pas morte, donc on la joue encore. Et il dit C'est une aussi- démarche, hein, c'est une question de démarche. Et il c'est dit différent. aussi, quand tu vas voir ton groupe préféré sur scène, t'as envie qu'il joue les hits, t'as pas envie qu'il joue les nouvelles chansons que personne ça. aime, quoi. C'est ça. Et, mais c'est Alors, quel est votre point de vue, vous, là-dessus, en tant que vous abordez votre deuxième spectacle, donc vous changez a priori de matériel. Est-ce que vous vous dites je dois garder quand même certaines choses d'avant parce que les gens ont bien aimé, ou est-ce que comment ça marche? Personnellement, j'ai détesté mon premier spectacle. J'ai adoré le jouer au début et tout, mais j'avais 20 minutes qui étaient vraiment longtemps. J'étais super heureux et 40 minutes que j'arrivais pas à défendre du tout et qui étaient 40 minutes parce qu'il fallait que j'avais pas. Comme on disait tout à l'heure, je les avais beaucoup travaillé dans les scènes ouvertes à Paris, les 20 minutes, mais les 40 minutes, j'ai travaillé que quand je le jouais en entier. Et ce qui fait que j'avais moins de plaisir parce que forcément, j'étais moins bon. Donc forcément, à un moment donné, je me suis mis à détester ce que je faisais dans ma vie. Et il y a eu cette interview de Louis C.K. qui a changé ma vie, en fait. Ce mec, je ne sais pas si au courant, qui influence d'autres auteurs ou d'autres artistes à l'autre bout de la planète, mais c'était à l'enterrement de George Carlin, qui est un grand comique américain qui a fait plus de 20 spectacles, je crois. Donc il en fait un tous les ans. Et il disait, c'est une méthode de George Carlin. Et Louis C.K. prenait la méthode de George Carlin, il disait, moi j'ai créé un spectacle par an. C'est-à-dire, hop, je fais ça, je fais ma capta, et après, hop, je jette. Et en fait, c'est exactement le même principe des deadlines qu'on parlait tout à l'heure. C'est que si je sais que je jette, si je sais que j'ai un nouveau spectacle qui est déjà en route, je vais devoir sortir des nouvelles blagues. Et mine de rien, c'est hyper stimulant de se mettre en danger et de réussir, de travailler pour réussir. C'est hyper stimulant pour un auteur. C'est vraiment je crois qu'il n'y a rien de mieux au monde. C'est que dire, je vais tester ça ce soir, ça marche, mais ta vie, c'est-à-dire qu'il n'y a rien de palpable, mais ta vie, elle est accomplie. C'est une drogue, comme dit Yacine. C'est la drogue de j'ai une idée ce matin, je l'ai testée, mais c'est incroyable en fait. Ma vie, j'ai réussi ma vie. J'ai besoin de rien d'autre. Exactement. Et Louis C.K. a pris ce modèle-là et nous l'a transmis justement aux obsèques de George Carlin. Une vidéo qui s'appelle Evolution of Louis C.K. sur YouTube, où carrément les gars ont illustré le discours de Louis C.K. avec des vrais passages au début de sa carrière. Il disait, je faisais mes blagues et où je m'enfermais dans des blagues. Pendant 15 ans, j'ai fait les mêmes blagues et en fait, ça m'énervait parce que je me détestais au fur et à mesure. Et je me suis dit, merde, ce mec me parle directement. En fait, quand il dit ça, c'est exactement ce que j'ai ressenti. Et là, pour ce nouveau spectacle, c'était une sorte de allez, on y va, on teste plein de choses, quitte à se péter la gueule, vraiment. Et c'est terrorisant pour un mec, même que les gens peuvent connaître. Ils arrivent, vont arriver sur scène, genre, hey, ouais, on t'a vu, t'es marrant, vas-y, tu fais un truc, c'est pas marrant, c'est hyper terrorisant, c'est terrifiant même à vivre. Et puis d'avoir cette vision à long terme, de dire non, je vais y travailler, je crois en cette idée et je vais y arriver. Mais les 20 minutes qui marchaient que tu aimais dans ton spectacle, elles ont disparu. Non, elles ont été captées et tout. Je pense que je vais ressortir un de ces 4, histoire de. Mais tu les as pas intégrées dans ton deuxième spectacle. Non, parce que j'ai changé. Parce que j'ai fait ce spectacle. C'était un spectacle qui s'appelait La bande-annonce de ma vie. C'était un spectacle où je racontais ma vie, mais de manière très cinématographique, dans le sens où je parlais beaucoup de quand j'étais gamin, quand j'étais adolescent, le contraste entre la réalité et ce que tu fantasmes, puisque tu as une enfance et une adolescence nourrie au cinéma. Le décalage total entre ce qu'il y avait et ce que la vie t'amène. J'en ai fait, j'ai 2-3 sketchs qui étaient vraiment devenus drôles parce que je les avais bossés, puis je les adorais ces sketchs, c'était un truc de ouf, je pouvais jouer en tant qu'acteur, faire plein de choses. Et puis après, j'ai eu cette période où j'ai commencé à écrire d'autres choses qui sont beaucoup plus profondes. Et Louis C.K. dit ça, il dit quand tu commences à écrire, quand tu as une impérative de décrire des choses, tu vas piocher plus loin dans tes trucs. Donc au début, tu parles des chiens, des chats et de la salle de bain. Puis à un moment, tu commences à parler de ta peur, tu parles de tes angoisses, tu parles de tes démons. Et là, tu commences à devenir bizarrement de plus en plus intéressant et de plus en plus universel, mine de rien, parce que quand tu parles d'un truc inavouable, et vu que c'est inavouable, c'est que personne n'en parle.
personne l'a avoué, donc si tu es le premier à l'avouer, des trucs chelous à pas avouer non plus, mais qui peuvent toujours être intéressants à avouer. On a tous pisé sur un enfant, non? Alors je parlais pas de ça, mais je parlais d'autre chose, je parlais des peurs. Tu sais, on est dans une société de perfection, de standard de la perfection, genre il faut être bon, il faut être machin. Que quand tu commences à parler de ta peur, bah, bizarrement ça peut Ouais, tu souffles intéresser un peu, tous quoi. les gens qui disent bah attends, moi aussi j'ai peur. Moi personne m'a dit quand j'étais gamin, t'as mal au ventre le lundi matin? On m'a dit bah non mais c'est normal, mais faut y aller. Ou t'as un contrôle, t'as peur? Ah bah c'est normal, faut y aller, mais c'est normal, tu vois, mais allez, mets-toi un coup de pied au cul, tu vas. On n'a jamais dit bah non mais en fait avoir peur c'est normal, tu vois. On n'a jamais expliqué qu'avoir peur c'est normal. On dit avoir peur c'est faible. Et en fait Louis C.K. ou même Woody Allen, tous ces gens-là parlent de choses que tu ressens en fait de manière totalement intime. Et après j'ai écrit Bref avec Bruno, où je parlais de choses extrêmement personnelles, mais vraiment personnelles, vraiment des trucs que je faisais. Voilà, je parlais de la branlette, on parlait de plein de trucs, de cette envie de tromper ta meuf, de trucs, de j'ai trompé ma meuf. Des petites hontes du quotidien. Mais c'est même des hontes, des hontes lourdes que tu peux avoir par rapport à ton image de mec parfait que tu t'aimerais être, mais que t'es pas en fait au final. Après, quand j'ai commencé à faire, j'ai fait ma série, je l'ai terminée, et je me voyais pas reprendre mes vieilles blagues de cinéma en disant mais c'était plus moi en fait, c'était plus moi du tout, c'était plus décalage entre le fantasme, c'était vraiment moi aujourd'hui, j'avais envie de parler de moi d'aujourd'hui. Et donc j'ai pris du temps à essayer de retrouver des vraies histoires. C'est puiser à l'intérieur, et voilà, c'est ce qui m'a en tout cas donné envie de lâcher ces blagues. D'ailleurs je pouvais plus les dire, j'avais plus le trac de faire mes anciens sketchs que mes nouveaux. Genre j'étais pas bien avant, Yacine m'a vu, il m'invitait à faire des plateaux et tout, j'étais pas bien, j'avais mal au ventre, non mais je peux pas la raconter cette blague, j'en ai marre. C'est pas moi. On peut être saoulé par une blague qu'on a racontée trop de fois, on peut être fatigué. Et personne n'osera te l'avouer dans l'humour. Oui, mais Seinfeld, par exemple, il doit être super saoulé au bout de 15 ans. Non, mais parce que c'est une autre démarche. Chacun son. En fait, au bout de quelques années, si tu refais tout le temps les mêmes blagues, tu peux être un peu agacé de redire tout le temps la même blague, même si elle marche très très bien. Ça paraît bizarre, parce qu'il y a une notion de succès. Tu dis, mais pourquoi? Tu devrais être très content, ça fonctionne tout le temps. Mais il y a un moment où, en fait, toi-même, tu évolues dans la vie. Pendant 5 ans, tu as 50 plus. Donc peut-être que tu n'as pas le même regard sur ta blague que tu as écrite il y a 5 ans, même si c'est un gros carton, et tu as envie d'arrêter de dire cette blague qui était toi du passé, et envie de réécrire des textes qui te correspondent plus maintenant. J'avais lu, je ne sais pas si c'est toi qui disais ça ou une interview, Cannes, le premier spectacle c'était un peu pour se prouver qu'on était marrant. Avec le second, c'est plus personnel. Ça résonne pas en termes de spectacle, mais au début en tout cas, déjà, tu sais pas si t'es marrant. C'est terrifiant pour un être humain de se dire je vais monter face à d'autres êtres humains et puis je vais essayer de les faire rire. C'est terrifiant. Je connais pas un gars qui a fait je suis fait pour ça, on y va, allez c'est parti. Je connais pas un gars. Pas, ça n'existe pas. Il y a pas de. Je pense pas qu'il y a pas. Enfin, il doit exister des psychos comme partout, mais c'est très rare de voir un mec avec de l'arrogance en fait. Et c'est pour ça que les comics. Enfin, moi j'aime bien parler avec eux. C'est souvent des gens intéressants parce qu'il y a 1001 motivations qui les pousse à monter sur scène en tant que moyen d'expression. Personne ne se dit je suis tellement marrant que je vais aller sur scène. Enfin, ça m'étonnerait quoi. Ou en tout cas, si les gens le disent, c'est qu'ils cachent un petit truc. C'est pas possible, j'y crois pas trop à ça. Il y a un truc qui m'a résonné et on parlait de qu'est-ce qui pousse les gens à monter sur scène. Moi, c'est Franck Dubosc. C'est-à-dire que j'étais dans le magasin de mon père. J'étais à Reims. J'avais pas d'avenir dans la comédie ou dans l'humour ou dans l'écriture. Et j'avais lu. Je me suis dit, mais Franck Dubosc, il cartonnait avec son spectacle. Je vous ai pas raconté. Marrant. Mais était méga marrant. Et quand je me suis dit, mais ce mec-là est un jeune humoriste qui commence à monter, même s'il avait 40 piges ou 35 piges, tu vois, c'est un mec qui avait galéré pendant 20 ans. Je me suis dit, mais il y a bien ce mec-là, il a bien eu une première fois sur scène. Il est bien monté pour la première fois sur scène. Et à un moment donné, il n'est pas arrivé avec son spectacle en disant, ça y est, je suis marrant. Il y a bien une première fois, il a monté la marche, quoi. Il a dit, voilà, je fais des blagues. Et ça m'a obsédé. Et j'ai cherché. En fait, j'ai appris qu'il était dans le truc à la Forge Royale. C'est un truc au Réservoir. Il était au Réservoir à Paris. Que c'est Mousse Diouf, à l'époque, il avait dit écoute, si t'es marrant, viens toutes les semaines, fais un sketch. Et c'est ce qui m'a guidé. Je me suis dit, ce mec a passé le pas. Je me suis dit, ce gars-là, il avait l'air tellement simple, et je pense qu'il l'est, c'est un mec tellement simple que tu te dis, ce mec-là a eu cette première fois, donc je peux avoir cette première fois. Si lui, il l'a fait, moi, je peux le faire. Donc ça m'a guidé en fait par rapport à ça. Ça m'a donné le courage de tester, de monter après à Paris, d'apprendre les choses. Alors on a parlé un peu de Ricky Gervais, de Woody Allen, de George Carlin, de Seinfeld. Quels sont les spectacles que vous... on avait parlé dans le premier numéro de Tig Notaro, qui était aussi un stand-up très intéressant. Est-ce qu'il y a d'autres conseils, d'autres
stand-uppers soit qui ont compté dans votre, entre guillemets, votre formation au tout début ou des choses que vous regardez en ce moment. Louis C.K. on en a parlé beaucoup. Par exemple, Louis C.K. faudrait commencer par quel spectacle Hilarious, c'est le plus. À chaque fois que j'ai montré à quelqu'un, il m'a dit c'est incroyable. Oh My God aussi. Oh My God marche très très bien sur les gens. Oh My God, il est peut-être un petit peu moins perso, mais en tout cas, il observe des trucs. Tu vois, faire un sketch marrant sur. Alors au volant, on fait tous ça. Faut être très très fort et lui il y arrive par exemple et Oh My God il y a eu plein d'extraits de ce spectacle sur Facebook. Pour moi c'est ce qui te montre que le spectacle a bien marché. C'est que les gens ils partagent juste un tout petit extrait d'un spectacle sur Facebook et tu le vois tourner à fond. Mais c'est des barres de rire. À un moment donné ton diaphragme il se lance, tu pètes un câble, tu fais pause. Mais moi, je dirais presque que si c'est des gens qui sont pas habitués au stand-up, qui découvrent, peut-être que les premiers spectacles de Louis C.K. c'est peut-être une meilleure passerelle parce que c'est intelligent. C'est déjà très intelligent, mais j'ai l'impression que c'est plus abordable. Ouais, c'est plus. Mais regardez même sur Internet, sur YouTube, vous pouvez regarder des petits extraits. Il y en a plein. Hein. Il y a après dans les plus anciens, il y a George Carlin qui est vraiment très intéressant. Il y a Bill Cosby qu'il faut voir parce que c'est un peu un des premiers stand-up vraiment extrêmement avec beaucoup de succès aux États-Unis. Très populaire Bill Cosby dans les années 80-90. Ouais, il devient une énorme star du stand-up. Et puis Eddie Murphy. Qui va casser le genre un peu en disant des gros mots sur scène, énormément de gros mots. Alors que Bill Cosby c'était plutôt le stand-up c'était très propre. Voilà, pour la famille, tout le monde était un peu. Oui, voilà, c'était très propre, très familial, pas d'insultes. Il parlait de thèmes très simples comme aller chez le dentiste, des choses hyper simples, hyper faciles à comprendre. Seinfeld, c'est vraiment agréable à regarder parce que là, on va voir les constructions de blagues et puis il fait toujours donc prémisse, punchline. Il n'y a pas de choses très complexes. Et puis ce qui est intéressant, c'est qu'il passe du coq à l'âne sur 1 heure. Il va parler de plein de choses différentes. Donc ça peut être très intéressant à voir. Et une fois qu'on a vu ça, je conseille vraiment le spectacle d'Eddie Murphy qui s'appelle Raw. Alors je ne sais pas si je le dis bien en anglais. R-A-W, donc R-A-W, Eddie Murphy. Formidable. Pour moi, c'est un tour de force parce que pendant 1h30 pratiquement, il tient le public, il a un rythme complètement cinglé. Il y a des blagues vraiment qu'on pourrait plus du tout faire aujourd'hui, qui sont extrêmement agressives envers beaucoup de communautés, des choses vraiment très violentes tu l'as très bien dit. Qui ne passeraient pas. Alors, Eddie Murphy, Chris Rock, tout ça, c'est une généalogie qui va aller plus vers Richard Pryor. Et donc, on n'en a pas parlé, mais c'est un peu le parrain de la comédie afro-américaine aux États-Unis. Richard Pryor, c'est les années 70. Je kiffe plus Pryor, par exemple. 80 aussi. Fin 70, 80. Il revient dans les années 70. Il a une histoire formidable, Richard Pryor. D'ailleurs, il veut. Oui. Juste, je t'interromps, avec désolé, plaisir. mais sur Netflix, alors peut-être pas Netflix France, je sais pas, mais en tout cas, il y a un documentaire sur la vie de Richard Pryor qui s'appelle Richard Pryor Icon, ICON. Et il y a des extraits, j'imagine, on voit des extraits de son stand-up et surtout on voit sa vie. C'est formidable. Et moi j'adore Richard Pryor par exemple. Tu vois. Autant Eddie Murphy, il y a un côté où je fais ça me parle moins. Richard Pryor, je trouve ça très très fort. Il parle de ses chiens, mais mec, tu peux être un cap. Puis il a une vie folle, Richard Pryor. Alors c'est quoi deux mots, qu'est-ce qui est si fou dans la vie de Richard Pryor ? C'est que ce dont on parle depuis tout à l'heure, c'est-à-dire la recherche un petit peu de son identité, la recherche d'expression à travers la forme qu'est le stand-up, c'est-à-dire s'adresser directement aux gens. Eh ben, lui, il l'a vraiment vécu d'une façon hyper violente parce que c'est un mec pauvre à la base. Sa mère, c'est une prostituée. Il grandit vraiment dans un bordel. C'est très dur tout ça à entendre et se dire waouh, le mec a pas eu une enfance facile. Ça devait être une vie vraiment chaude. Le gars prenait pas mal de substances en tout genre et tout ça. Donc, il a une vie un peu difficile, mais il est très doué sur scène et il prend un peu les influences de Bill Cosby. Dont on parlait juste avant, qui est le mec hyper propre, hyper classe, tu vois, sur scène. Il est vraiment très lisse, très blague simple et qui me parle pour toute la famille. Il lui dit c'est ça la vie, c'est ça qu'il faut faire. Donc il suit ce truc-là. Et puis à un moment, en fait, il est en rupture avec sa propre personnalité. Il se rend compte que ce qu'il fait, ça ne correspond pas à qui il est. Et il fait vraiment une crise. C'est-à-dire qu'au milieu du spectacle, il est complètement choqué et dégoûté en fait de ce qu'il fait. Il n'arrive plus, il n'en peut plus et il arrête. Il est à Las Vegas. Il est à Las Vegas, il y a Sam Davis Jr. qui est dans la salle en plus. Ah, c'est ça le truc. Voilà. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que Las Vegas, c'est un peu un Graal. Là, énormément d'artistes qui jouent à Las Vegas. C'est vraiment super cool de jouer à Las Vegas. C'est pas du tout cheap ou quoi que ce soit. C'est trop bien de jouer dans les casinos de Las Vegas aux États-Unis. Super bien payé, c'est un peu la classe. Et là, il arrête. Il dit mais j'arrête ce truc quoi. Je stoppe ça. C'est pas moi. Et comme disent les Américains, il drop the mic.
il lâche les micros et il se barre, il s'en va Ouais. et il décide de reconstruire sa carrière en partant de zéro dans des petits clubs, dans des cafés d'après-midi. Il y a aux États-Unis. Dis-moi. Notamment parce qu'il a été banni de plein de clubs après ça, quoi. C'est-à-dire Ah, je qu'il a savais fait pas qu'il ça, avait été banni. et, en fait, il a jeté un œil au public. Il a vu, c'est beaucoup des blancs, classe moyenne, plutôt riches, machin. C'est-à-dire vraiment pas du tout lui, quoi. Et du coup, il s'est barré. Exactement. Et il s'est barré en plein spectacle. Il y a plein de clubs qui l'ont banni, qui ont dit, bah, si tu fais ça, tu vas Nous, rien on pas jouer chez t'engage moi. plus. Et du pas coup, sérieux. comme tu dis, il est reparti à zéro dans des C'est petits tellement clubs et classe. tout, quoi. Et il est reparti et il y a un truc qui s'appelle Live and Smoking. Donc voilà. C'est toi qui me l'as montré. Ouais, C'est alors, incroyable. 1971, t'as Richard Pryor en 71 qui recommence sa carrière et qui joue avec un micro qui n'est pas fait pour capter la voix. C'est un micro, c'est un SM57 qui est fait pour capter des instruments de musique. Et il joue avec ça, le gars. Et donc, nous, on sait que ça va devenir une star de ouf. Il a un col pelle à tarte. C'est des années 70, le début, tu vois. Et il fait des blagues extrêmement violentes. Et tu entends le public réagir, mais bizarrement. Parce qu'il dit des gros mots. Bah, il il parle dit- de sont sexe, pas il parle de habitués, quoi. drogue. Il dit des gros mots et surtout, il dit le mot nigger. Que Et ouais, nigger. Et ça, c'est lui, alors là, en gros, waouh. c'est lui qui a le fait de la réappropriation du mot nigger. On l'attribue à Richard Pryor, quoi. Et c'est quelque chose qui était très violent pour les médias. J'ai le souvenir d'avoir vu sur YouTube genre une promo de Richard Pryor à l'époque où il vient parler de son vinyle parce que leur spectacle sortait en vinyle. Aujourd'hui c'est DVD, Netflix, tout ce que vous voulez. Maintenant à l'époque c'était des gros vinyles comme Coluche. Moi j'ai des vinyles de Coluche. Et ben il avait son vinyle et ce vinyle s'appelait Ce nègre est fou. Donc That Nigger is Crazy. Ah ouais. Et t'avais Ouais. deux personnes qui étaient les gens de la promotion, les gens qui tenaient l'émission, qui étaient des personnes blanches. Ils ne pouvaient pas dire ce mot parce que c'était quelque chose qui était totalement tabou et on le comprend. Et donc, tu avais Richard Pryor qui était mort de rire, qui était là, mais dites-le, dites-le. Ouais. Et ils étaient en galère. Ils Oui, étaient, non, mais non, mais on le dites-le voit, vous, monsieur. il dites-le le montre vous. ça dans le documentaire. c'est trop c'est drôle. Parce qu'ils disent alors, il est là pour nous présenter son spectacle qui s'appelle. Bon, je peux pas le dire, donc Voilà. allez-y. Et il dit That nigger's crazy. Et ça sert à ça, le stand-up, ça sert à ça, des artistes aussi puissants que ces gars-là. C'est des gens que moi j'admire énormément, qui ont chamboulé la société, qui ont chamboulé des faits, mais juste en disant j'existe, je suis quelqu'un d'unique, je suis quelqu'un de spécial, mais c'est pas spécial en écrasant les autres, juste en se montrant extrêmement positif avec qui ils étaient au fond. Mais il y a Lenny Bruce. Lenny Bruce était comme ça aussi. Ouais, Et en Lenny Bruce, il y a un film qui s'appelle Lenny avec Dustin Hoffman. C'est ça. qui est très intéressant, Et où le hein. gars disait juste fuck ou fucking ou Oui, et Ouais, c'était interdit. un gros mot, Shit. quoi. Ouais. et le gars se faisait arrêter parce qu'il avait attentat à la pudeur. Ah ouais, la c'est-à-dire police que- venait, hein. Il se faisait arrêter à la sortie de son spectacle. Par Mais des c'était policiers, dans les hein, années pas- 50. Hein. On n'est pas, on n'est pas si loin que ça non plus. Ouais, ouais. Donc ce sont des gens qui ont bravé un peu les normes et qui ont fait avancer la société. hein. Pour moi, Richard Pryor, il y a vraiment un spectacle qui s'appelle Live in Concert. C'est en 79. Live in Concert, donc en français. Pardon pour mon anglais, mon accent anglais. C'est 1979. Pour moi, c'est un spectacle. Voilà, si vous voulez commencer du stand-up énergique et tout ça, regardez ça. T'as l'impression de voir un Jedi en fait. T'as l'impression de voir Star Wars épisode 1 où tu vois vraiment Obi-Wan Kenobi qui se tape. Tu Origins. dis, C'est sérieux. Là, je vois un mec sérieux. Il a un pouvoir que moi j'ai pas, que personne n'a. J'ai jamais vu ça. Il y a un truc où tu dis voilà, ça pour moi c'est une vraie définition de un mec. J'ai travaillé mes blagues, mais en même temps je suis avec les gens, mais en même temps je fais pas un délire qui est que personnel. J'essaie vraiment de parler à tout le monde. C'est quelque chose de formidable, exceptionnel à voir. Live in Concert 79. Bah, on a oublié, parce qu'on a cité Ouais. beaucoup de D'anciens. vieux anciens. Oui, on alors, n'a pas allons-y cité sur les beaucoup. nouveaux aussi. Non, ouais, il y a John Mulaney qui est Ah ouais, très fort. drôle. C'est sur Netflix aussi, si vous voulez sur regarder en Netflix, il y a deux sous-titré. spectacles. Je connais pas. Ah, bah, c'est The vraiment. Comeback Kid, il est chambé de John. ouf. Ouais, mais moi je préfère celui John d'avant. Mulaney. John Ah ouais. Mulaney, Mulaney. Ouais, je vais regarder ça. C'est New in Town, celui d'avant. Il y a deux spectacles. John donc New in Town Mulaney. et ça. Il y a Demetri Martin, moi que Ah oui, j'adore. Qui fait du Martin one-line est en très Qui fait l'occurrence. du one line aussi. Mais Ouais. ça, j'ai vu. Et qui fait aussi Vraiment des bien. dessins. C'est en plus une forme un peu, un peu bizarre de C'est un stand-up. artiste, c'est un artiste. Voilà. Tu vas voir Il joue de la quelqu'un. guitare, Tu viens voir Dimitri Martin, tu vois. Voilà. Il y a Patton Oswalt aussi, qui est. Ah, Patton, j'adore Patton Oswalt moi aussi. Je l'ai vu sur Tu l'as scène. vu en vrai? Ouais. Oh, la classe. C'était juste, on parle entre nous, pardon. Non, oui, Patton Oswalt qui est. Il y a un titre de spectacle, quelque chose pour les gens qui veulent le découvrir. Il y a My My Weakness is Strong. Ouais, ouais, ça, c'est le dernier. Ah. Tig Notaro que j'avais déjà cité, mais je l'ai redit. Ouais. Donc là, on pourra remettre le lien vers le moment Voilà. où tu parles de Moi- Tig Notaro moi, dans je le suis podcast devenu numéro 1. très très fan de Maria Bamford.
Elle est pas méga connue, mais Eh moi ben, j'aime moi, beaucoup j'ai et du c'est mal, chelou. j'arrive pas. Ouais, je sais, mais Mais moi, j'adore. je réessaye régulièrement. Alors Maria comment Et Maria Bamford, B-A-M-F-O-R-D. Voilà. Ça c'est Elle a disponible sur Ouais, Netflix. C'est facile à trouver. Ouais. C'est sur Netflix aussi. D'accord, Et ok. elle a fait le spectacle qui est sur Netflix. Elle le joue dans le salon, non, chez elle, dans son salon. Et le seul public, c'est ses parents. C'est des barres. Et il y a un mec au piano et c'est tout. Et elle a capté ça. Elle a capté ça, c'est son Et spectacle. c'est marrant. Ça s'appelle le Special. Ouais, C'est le nom du très, spectacle. très spécial. Et Chelsea Peretti aussi, qui est Oui. aussi sur Netflix et qui est très Faut que je marrant. regarde tout ça, merde, j'ai pas vu. Ouais, Chelsea Peretti, c'est vraiment cool. Et c'est une forme chelou en plus parce qu'il y a plein de mini-sketch dans le stand-up, genre dans le public. Enfin, je grille peut-être une vanne, mais par exemple, donc il y a des plans de public qui rigolent, et d'un coup, dans le public qui rigole, tu vas avoir un chien. Voilà, et c'est tout. Et ils reviennent pas dessus, juste un chien dans le public. D'accord. Non, mais Donc, voilà, la mais forme C'est en très tant que telle chelou. du C'est sketch. très- c'est- mais les sketchs Voilà. en eux-mêmes sur scène sont charmés, c'est pas la forme. C'est pas représentatif du spectacle. Hein. Mais Faut c'est pas- drôle faut qu'il y ait pas- ça. Ouais, oui, oui, Non, mais bien sûr. c'est quand même fou qu'il y ait ça. Moi, un qui est tout le monde, enfin aux États-Unis, c'est de bon ton de se moquer de lui parce qu'il fait justement des trucs très grand public. Mais je trouve que pour commencer le stand-up, c'est pas mal parce que justement, c'est grand public. C'est Aziz Ansari. Il a des Ouais, spectacles sur c'est Netflix drôle. et il a des trucs un peu. Enfin, c'est des trucs d'aujourd'hui en fait. C'est ça. Il va parler de trucs. Son rapport aux technologies. il y a des- Ouais. Enfin voilà, encore une fois, c'est grand public, donc voilà, ça peut. Mais moi, je trouve pas que ce soit un gros mot. Et voilà, il va te parler de Tinder, il va te parler du fait qu'à chaque fois qu'un ami te propose un truc, tu vas dire, je crois. Tu vas pas dire oui tout de suite, allons faire quelque chose. Tu vas dire, je crois que je suis occupé. Enfin voilà, donc il a plein de trucs vraiment très bien. Et puis il est vus. très, très attachant. Il a une personnalité très Voilà. attachante en plus. Moi, je le trouve vraiment cool. Mais moi, je le trouve. Alors, je suis pas du tout grand public en fait, justement. Ah Je ouais trouve qu'en fait, je pense que tu trouves ça grand public parce que ça s'adresse peut-être à ta génération. Ah peut-être oui. Parce que moi, en fait, justement, le problème, c'est que ce qu'il raconte me parle pas. Ah ouais, bah, moi ça me parle Quand carrément. il dit, hey, quand t'es à une soirée et qu'il y a une meuf qui vient de parler et tout, je fais, alors moi, je suis vraiment. Tu sors pas, mec. Tu sors Tu pas. Et sors t'sais- pas à 19h, Non, t'as mais fait c'est- ta vie. Pour toi, c'est ça. pour toi, ça marche pas parce qu'il dit quand t'as une soirée et que tu manges Mais de c'est la pour dire viande, que c'est toi, pas tu grand fais, bah non. public parce que si t'es 40 ans et si t'as 40 ans, t'es casé, et t'as des enfants Oui. et tu sors Moi, pas je trouve trop. ça grand public parce qu'il fait Madison Square Garden. C'est super grand. Je Ouais, me dis, mais ok, ça touche Tu du peux monde. toucher beaucoup, tu peux faire de l'humour de niche qui touche beaucoup de monde, mais je dirais pas que c'est grand public. En français, dans beaucoup de parler de stand-up américain, est-ce que vous avez des références françaises, des gens qu'il faut pas louper, ceux qui vous font marrer aujourd'hui? En termes de spectacle référence, il y Ouais. faut voir le travail de Philippe Cobert, c'est important de le voir. Gad dans Décalage, Oui. Gad Elmaleh super. dans Décalage, qui est un Ouais. spectacle incroyable, d'ailleurs, Oui. qui est Incroyable. dans l'affiliation de Philippe Cobert, je crois, à ce moment-là de sa vie. L'autre, c'est moi, qui est vraiment un spectacle incroyable de Gad Elmaleh, qui est à magnifique. Les spectacles de Florence Foresti, du premier jusqu'au dernier, 100% de bouse, qui sont super marrants, en fait, très très marrants. Il y a dans le stand-up aussi, pour partir aussi, il y a Dave Chappelle, qu'on a oublié, Oui, qui oui, est- oui, qui est bien le sûr. maître total, un total génie total de l'humour. Mais il y a- Je sais en pas fait, comment j'ai fait pour c'est que oublier. dès que vous mettez dès que vous ouvrez la porte de ces spectacles-là, en fait, vous pouvez plus vous arrêter tellement c'est addictif, tellement c'est fort. Plus en avant aujourd'hui, il y a tout un courant qui est en train de naître sur les scènes parisiennes et je le vois vachement. De courants très personnels, de gens qui partagent leur vie, leurs anecdotes ou leur personnalité, une personnalité très forte et qui arrive avec un truc très fort. Je sais pas pour faire de la promo pour mon pote, mais Yacine Bellous en Ouais. fait partie. A des spectacles les plus, pour moi, il avait 2 spectacles. Il avait un spectacle. C'est comme si, pour moi, je peux parler de toi un peu, Yacine. Je vais ça marche donner pas de l'argent non, non, après. non, non, je m'en bats les couilles. Juste me dis, voilà, c'est comme Yacine avait ce style un peu jazzy au début. C'est comme s'il faisait du jazz. C'était un mec très fort en jazz et que les mecs en jazz étaient là genre mais c'est trop du jazz. Et je trouve que depuis 2-3 ans, il s'est hyper universalisé. Il arrive à convaincre, à les amener dans un délire total, comme le fait Eddie Izzard, comme le fait les grands comiques. Donc, En plus, et le deuxième spectacle, je l'avais dit en sortant, le deuxième spectacle est encore plus abouti. Moi, je trouve. Le premier était super, j'ai vraiment très très drôle. Et là, celui-là, il y a des choses pertinentes. Je me suis sorti en me disant, ah mais oui, dis donc, Ouais, c'est effectivement, la société est aussi absurde que ça. Tu peux ressortir des choses. Comme mes parents devant Bigard, écoute. Voilà, c'est voilà, cool. exactement. Mais moi, si on atteint ce niveau-là, c'est super. non, non, Merci c'est vraiment beaucoup, bien. Et il y Jean. a d'autres gens que j'aime beaucoup, comme Seb Melia aussi, qui est Seb Melia. très personnel dans son Ouais. style. Mhm. Blanche, qui arrive avec Mhm. un truc complètement différent de ce qui se fait dans la tendance. Blanche qui passe aussi en ce moment, je crois, Absolument. à la nouvelle scène. Hein. À la nouvelle scène, C'est ça, hein. faudrait que je vérifie cette Ouais. date. Ouais. Mais en tout cas, il y a plein de gens qui arrivent et allez les voir. Et On, si va- vous on mettez mettra un- tous les liens dans la description. Et allez voir aussi toutes les scènes ouvertes du Paname, les Inglorious.
comedy club de Verino, des choses comme ça. Ouais, Vous je pense pouvez que voir c'est- en une soirée plein de gens très différents. Exactement. Comme ça, s'il y en a un qui vous plaît pas, entre guillemets, votre argent n'est pas perdu, vous en verrez plein d'autres. Exactement. C'est hyper intéressant d'aller découvrir ça dans des petites salles. Les mecs sont près de vous en général, au Paname ou ailleurs. C'est une chance que... Enfin, quand vous habitez Paris, c'est vraiment. Mais il y a un côté, il peut y avoir un côté en plus. Je veux vraiment encourager les gens de sortir parce que c'est vraiment. Il y a un côté engagement, il y a un côté peut-être je vais tomber dans une prise d'otage d'un mec que je connais pas qui va m'enterrer pendant 1h15, ça se trouve il va me faire des blagues sur moi alors que j'ai pas envie, tu vois. Quand tu vas dans une scène ouverte, quand je parle par exemple de l'Inglorious Comedy Club de Verino, tu as 4-5 humoristes qui viennent présenter un texte très, très marrant. Verino est un mec super bienveillant qui met les gens super à l'aise, on passe une bonne soirée. Tu as vu 4-5 nouvelles têtes que tu n'aurais peut-être jamais vues avant et du coup tu as envie d'aller voir d'autres spectacles et tu as cet effet de oh j'avais pas envie de sortir mais j'ai bien fait. Et du coup, je suis content et j'ai envie de le refaire. On n'a pas parlé de Baptiste Le Caplin. Baptiste, ouais, justement, qui est je voulais en super parler, ouais. deuxième spectacle Absolument. de Baptiste. Ah, j'ai pas vu le deuxième. Enfin, je sais Ouais, pas. ouais. Le premier est super ouais. et le Ah, deuxième. Baptiste, par on exemple, peut l'avoir en DVD. Ouais, On peut le voir, quoi. C'est ça que je veux dire. Le premier, ouais. Et Baptiste Le Caplin, ouais. Il m'a tué. En fait, il a fait une vanne, enfin un sketch sur le fait que Daniel Auteuil ait refusé et Bienvenue chez les Ch'tis et Intouchable. Je Ouais, crois. c'est ça. Et ça, le vraiment, mec qui a du pif. non, voilà, et ça me fait beaucoup rire. J'aime bien l'idée en fait qu'un humoriste se soit dit tiens, c'est un sujet marrant sur scène, alors que c'est un truc ultra précis, ultra de niche. Je pense que 90% des gens qui regardent le spectacle sont pas du tout au courant que Daniel Auteuil avait refusé les deux, mais je trouve ça très cool de parler d'un truc où vraiment à aucun moment, enfin évidemment personne t'a jamais parlé de ça quoi, et je trouve ça c'est Et drôle. puis, Son deuxième Baptiste, spectacle sur scène, ouais. c'est une tornade. Tu vois, je pense que c'est en plus c'est un spectacle. Même Baptiste, c'est quelqu'un qui est très difficile à capter à la caméra parce que c'est une telle énergie que tu peux perdre avec la caméra. Et il faut aller le voir ce gars-là. Il faut vraiment aller Ouais, le Le voir. deuxième est encore plus personnel Ouais. et plus touchant. Il y a Dedo aussi qui est visible en DVD et que j'aime beaucoup parce qu'on a travaillé ensemble. Donc je suis pas du tout objectif, je pense, mais toutes ces références, la moitié des références que j'ai, je pense que je lui dois parce qu'il m'en parlait tout le temps et c'est formidable à regarder. En tout cas, Dedo, vous aurez cette sensation stand-up et référencé que moi j'adore. Donc moi je considère qu'il fait partie des meilleurs. Et oui, et puis n'ayez pas peur, il parle pas du tout de métal en fait, quasiment pas dans son Non, spectacle. ouais, voilà. Et il y a Kairon qui ressort un spectacle. Ah, Là, il c'est revient en 60 sorte- minutes avec Kairon et qui est un phénomène total sur scène. Je te dis, c'est regardable. Peut-être vous verrez des trucs sur YouTube, c'est sympa. Mais si vous y allez, il brise les gens. Moi, j'ai fait ses premières parties pendant pas mal de temps. J'ai vu des salles. Il a brisé des salles en deux tellement les gens rigolaient, tellement c'était drôle, tellement c'est impertinent, c'est acide à mort. Tu vois, Surtout, il fait ce qu'on appelle du crowd working. Il travaille avec la foule, c'est-à-dire toute la salle. Il parle avec les gens. Il parle avec les gens, donc ça se trouve, il va pas. Il va vous improvise parler. énormément. Si Le vous même allez le voir, il spectacle. va peut-être vous parler un petit peu. il y aura la même C'est- base. Mais C'est formidable. C'est une expérience. C'est vraiment c'est des expériences. Donc sortez, allez voir les artistes, vous allez en sortir. Ouais, ça va sortez. ça va vous nourrir au quotidien. Et vous avez déjà, je vous garantis que vous allez avoir une énergie le matin et un truc. On finit sur Eddie Izzard, donc Ouais, moi, je alors voulais juste dire que le coup en de tout cœur cas, de pour Yacine, moi, mais est-ce que ouais. tout le monde connaît Eddie Izzard autour Ouais, de la ouais. Oui, table? Alors tout ce que tout le monde aime Eddie Izzard. oui. Voilà. Et mais après, vraiment, c'est un peu plus spécial parce qu'il fait de l'humour surréaliste, un peu absurde. C'est un mec qui est très influencé par les Monty Python. Et moi, c'est la personne, je pense, qui m'a le plus influencé dans le stand-up parce que les idées qu'il défend sont super surréalistes et vont très loin. Et j'aimais beaucoup ça. Donc, je conseille vivement de regarder un spectacle qui s'appelle Dress to Kill de Eddie Izzard avec des sous-titres en français. Je pense que c'est trouvable aussi assez facilement. Et voilà, et de voir si ça plaît ou pas. Après, c'est vraiment un goût particulier. C'est comme la musique. C'est vraiment un goût spécial. Mais c'est Mais pareil moi, que j'adore. quand tu découvres le basket, après tu commences à savoir toutes les équipes, qui fait quoi, tu Ouais, commences à voir les voilà. stats des Ça joueurs. commence En hyper fait, tu rentres dans un intéressant. truc en fait. Et nous, c'est notre délire. Donc, Ouais. pardon si on a été des fois peut-être un peu pompeux ou un peu technique. Non, mais c'est parce qu'on est Mais passionné. c'est comme C'est parce qu'on est meilleur que c'est- vous, tout c'est- simplement. C'est pas- Le sarcasme. je peux pas terminer mieux, ça va. Non, mais souvent les artistes font des trucs un peu promotionnels. Il y a des choses, des phrases toutes faites, des idées toutes faites. Et on a essayé. Enfin, je sais pas. Moi, j'ai écouté Kian. J'avais l'impression qu'il était sincère. Il parle comme dans la vie. D'ailleurs, c'est cool que tu aies fait ça parce que ça fait que des gens peuvent entendre vraiment ton J'espère que les propre gens témoignage. qui attendent ce déclic, allez-y. Est-ce que tu as décrit tout à l'heure? Moi, je l'ai vu pour de vrai entre le premier spectacle et ce que tu as fait maintenant. Ben, tu as vraiment essayé d'être plus proche de toi. Mais donc on je suis fait content. le bilan de l'émission, quoi. Exactement. Quand t'as dit ça, je trouvais ça super. Ouais, mais vraiment, Alors, à c'est 0 dans minute l'émission. 43 quand t'as C'est dit. hyper méta, quoi. Non, mais parce que c'est cool. Les podcasts, il n'y en a pas énormément qui parlent d'humour. Il y en a quelques-uns qui sont super. Mais voilà, c'est cool de. Mais je d'avoir sais ce qu'il genre y a d'ambiance. forcément, même s'il n'y en a pas beaucoup des gens qui nous écoutent, il y a une personne qui veut faire ce métier, Qui va se dire Ouais. peut-être qui cool. se dit putain,
j'ai envie, mais mes Ok, proches je me vais. disent ouais, mais non, et je sais que juste qu'on a besoin de. Et cette d'être- personne, d'être c'est un peu Adrien boosté. Méniel. Allez, D'être un peu Allez, boosté. voilà. On n'enregistrait pas depuis le début. On n'enregistrait pas depuis le début. Vas-y, monte sur scène. Face. Il faut une deadline, quelques blagues et Allez, en mars, c'est parti. Il n'y a même pas besoin de blague, juste une Et deadline. beaucoup d'audace. À un moment donné, voilà. beaucoup d'audace. Ouais. Mais il faut avoir peur aussi. Merci à tous. Merci. Merci, Vladimir. Au revoir, à bientôt, à bientôt. À bientôt. Au revoir. Salut. Mitchelberg. Ciao. Mitchelberg. Jane Kirkman, Bill Burr. Mike Birbiglia. Hitler.